autour d'un livre, critiques qui font rêver, portraits d'écrivains, des histoires à partager. 30 livres de la rentrée littéraire de septembre 2024 à découvrir. Ce que dit Lucie de Christine Barthes. Deux jeunes filles qui se connaissent depuis leur plus tendre enfance. À l'époque, Lucie avait 11 ans quand, lors d'une compétition de natation, elle chute et se fait une entorse. Comment est-ce arrivé? Anaïs, son amie crawleuse, l'aurait-elle poussée? Peu importe. Lucie a perdu sa course et est arrivée dernière. Quelques années plus tard, les deux jeunes filles se retrouvent à Hendaye. Elles partent se baigner dans l'océan alors que l'eau est à 14 degrés. Lucie ressort de l'eau, mais pas Anaïs. Est-ce un accident? L'inspecteur Aune, arrivé sur les lieux, en doute et va alors enquêter. Dans ce livre, Christine Barthes explore l'ambiguïté de la relation amitié-rivalité dans le milieu sportif sur fond d'enquête policière. Construit comme un huis clos, car Lucie est en garde à vue, chaque chapitre alterne entre les faits racontés dans le journal intime et durant son audition. 2. Frapper l'épopée de Alice Zeniter. Tass revient après des années à Nouméa, mais seule. Elle a laissé derrière elle son compagnon Thomas en métropole. Tass prend à Nouméa un poste de professeur et a pour élèves des jumeaux Kanak qui ont de curieux tatouages et qui l'intriguent. Sont-ils liés à un mouvement indépendantiste? Lorsqu'ils disparaissent, Tass part à leur recherche sans se douter qu'en chemin, c'est l'histoire de ses ancêtres qui lui sera révélée. Livre d'actualité, Alice Zeniter profite de son personnage pour nous raconter l'histoire de l'archipel calédonien avec son passé pénitentiaire et colonial. Un roman sur l'identité et sur l'héritage. 3. Un jour d'avril de Michael Cunningham. 3 journées, la même, mais sur 3 ans. Un 5 avril en 2019, en 2020, puis en 2021. Une famille, un couple, des enfants, le tout dans une maison à Brooklyn. Un vernis de bonheur qui se fissure, 2 époux qui s'éloignent, un frère qui vit l'amour en ligne à travers son avatar. Une pandémie mondiale, et tout va changer. 3 journées d'avril qui comptent la chronique ininterrompue d'un couple qui s'essouffle et d'une famille qui vacille. 4. Les âmes féroces de Marie Vintra. Léo n'est pas rentré, le printemps s'entête dans sa douceur, Léo ne reviendra pas. La shérif Lorraine Obler découvre son corps au milieu des iris sauvages. Autour de la mort soudaine d'une jeune fille, les âmes féroces tissent plusieurs destinées. Pour élucider un mystère, mais lequel? Celui de Léo peut-être et de ses silences. Celui de Lorraine, coincée dans une petite ville qui ne la prend pas au sérieux. Il y a aussi Benjamin, Seth et les autres. Les gens de Merci qui pensent tous se connaître et en savent si peu sur eux-mêmes. 4 narrateurs, 4 points de vue. L'ambiance d'une ville, un fait divers. Un livre un peu long, aux faux airs de polar, mais avec une fin inattendue. 5. Histoire d'une domestication de Camilla Sosa Velada. Au cœur de ce roman, l'actrice trans la plus connue du monde. Contre l'avis de tout le monde, elle décide de monter une pièce de Jean Cocteau et de tenter en plus un retour périlleux au village natal d'Argentine pour voir ses parents. Toutes les conditions sont réunies pour raconter une histoire d'amour, des amours violentes, déchirantes, mais aussi mémorables et tendres. Difficile pourtant pour cette famille hors norme de passer inaperçue, une femme transgenre, amarrée homosexuelle, tous deux extravertis et assumant leur sexualité à la face du monde, et un enfant sidaïque. De quoi les classer chacun dans une minorité potentiellement exposée aux critiques, aux discriminations et aux violences. Un roman qui alterne le passé et le présent, raconté à la troisième personne sur un ton sarcastique et incisif, avec pour héroïne une actrice trans. 6. Les 7 maisons d'Anna Freud de Isabelle Pandazopoulos. Anna Freud est malade. Et pour l'aider à la maison, sa mère embauche une garde malade. Entre 2 excès de fièvre, Anna, qui s'est prise d'amitié pour Amy, lui raconte sa vie. Les 7 maisons d'Anna Freud, c'est le cheminement d'une femme qui cherche sa place au sein de la fratrie Freud, avec l'influence omniprésente de Sigmund, le père de la psychanalyse. Le livre explore ainsi les faits les plus marquants vécus par le clan Freud et par Anna avec ses doutes et ses impasses. C'est également une réflexion sur la place de la femme dans la société d'alors, mais aussi un regard sur la psychanalyse, la Seconde Guerre mondiale et la déportation. 7. Célèbre de Maud Ventura. Une jeune fille qui rêve de célébrité mais qui vit dans une famille des plus banales. Elle n'a pourtant qu'une obsession, devenir actrice connue et ce par tous les moyens. Et quand elle y parvient, tout le monde est surpris sauf elle. Elle a tout à présent, les rôles, les millions, les maisons. Et surtout un caractère de femme cynique, froide et cruelle qui lui sert de bouclier. Maud Ventura s'attache à montrer le portrait d'une femme qui ne supporte pas la faiblesse. Un exemple de ce que la célébrité peut exacerber d'un caractère qui ne demandait qu'à se révéler.
8. La confession de Romane Laforêt. C'est la confession durant 5 heures d'une femme qui avait tout pour être heureuse. Un beau mari, une foi à toute épreuve, une vie sociale remplie. Elle a tout bien fait dans sa vie, Agnès. Sauf une chose, donner à son mari un enfant. Oui, elle est stérile, et ce sentiment d'imperfection et d'inutilité provoque en elle une fissure au point de commettre ce qui ressemble au pire, à ses yeux comme à ceux de sa communauté. 9. Le syndrome de l'orangerie de Grégoire Bouillet. En se rendant au musée de l'Orangerie, voilà que, devant les nymphéas de Monet, l'auteur est pris d'une crise d'angoisse. Contre toute attente, les grands panneaux déclenchent chez lui un vrai malaise. Redevenant pour l'occasion le détective Paymore, l'auteur, Grégoire Bouillet, décide d'en avoir le cœur net. Les nymphéas de Monet cacheraient-ils un sombre secret? Monet y aurait-il enterré quelque chose ou même quelqu'un? Et pourquoi des nymphéas d'abord? Pourquoi Monet peignit-il les fleurs de son jardin jusqu'à l'obsession, jusqu'à en faire 400 tableaux? Commence alors une folle enquête qui, entre botanique, vie amoureuse de Monet et inconscient de l'œuvre, mènera l'auteur de l'Orangerie à Giverny en passant par le Japon et même par Auschwitz-Birkenau. 10. Le Château des Soupirs, tome 1 d'Isabelle Duquesnoy. 1786. Pour échapper au couvent ou au bordel, Liselotte épouse le riche et vieux baron de Beaupré. Préoccupé de s'assurer un héritier, il impose à la jolie roturière ses assauts lubriques, tout en l'initiant aux usages de la noblesse et à l'élevage de ses chers oiseaux. Hélas, bientôt victime d'une crise d'apoplexie, Casimir de Beaupré laisse son domaine à l'abandon et sa femme sans ressources. Or, la reine Marie-Antoinette s'entiche de plumes portées par une amie de Liselotte et décide de lui en passer commande. Mais la colère du peuple éclate. Le paradis bâti par Liselotte, devenue oiseleuse, est menacé. Pourra-t-il survivre à la Révolution? Isabelle Duquesnoy est une fameuse conteuse. Toujours très bien documentée, ses romans nous plongent dans un pan de l'histoire de France et nous révèlent des côtés insoupçonnés, le tout sur un ton qui se veut tantôt humoristique, tantôt noir. 11. L'impossible retour d'Amélie Nothomb. Tout retour est impossible, l'amour le plus absolu n'en donne pas la clé. Une amie propose à Amélie de l'accompagner pour un séjour au pays du soleil levant. Ne connaissant rien du Japon, cette amie ignore tout de ses codes, et elle insiste. Face à l'insistance donc de cette amie, Amélie Nothomb finit par accepter un contre-cœur en raison de mauvais souvenirs, voire son premier livre Stupeur et tremblement. C'est ainsi que le 20 mai 2023, Amélie se retrouve en compagnie de Pep Benny, une amie virevoltante, angoissée et maladroite, à Roissy-Charles de Gaulle pour prendre leur avion en direction le Japon. L'impossible retour, le nouvel opus de l'année d'Amélie Nothomb. 12. La reine du labyrinthe de Camille Pascal. Deux femmes se font face, une reine qui a tout et une intrigante qui veut tout. Marie-Antoinette est au sommet de sa gloire, quand Jeanne de la Motte Valois tente désespérément d'échapper à la misère. Son arme, un collier qui brille de 650 diamants. Le joyau disparaît, l'honneur de la reine est menacé. Le vol tourne à l'affaire d'État et le procès précipite la Révolution française. Mais le scandale cache-t-il une machination politique? Dans cette histoire où chaque fait est vrai, Camille Pascal découvre un complot qui n'est pas celui que l'on a longtemps soupçonné et entraîne le lecteur à travers un labyrinthe extraordinairement romanesque, pour les amoureux de l'histoire et de Marie-Antoinette. 13. Oser sortir et crier de Fabienne Perrineau. Un roman, une pièce de théâtre, une chanson peuvent-ils sauver une vie? Un jour à la radio, elle entend une femme parler de son enfance traversée d'épreuves. Cette femme à la radio, c'était Marguerite Duras. Fabienne Perrineau écrit ici une ode au théâtre et à l'œuvre de Marguerite Duras. Les rencontres déterminantes, les amitiés entre acteurs qui naissent et durent, surtout lorsqu'ils jouent des pièces comme Agatha. Agatha, c'est une pièce sur l'amour incestueux entre un frère et une sœur. Entre les lignes, on lit la blessure de la jeune femme, la narratrice, qu'elle tente de réparer par le théâtre. Puis plus on avance, plus on découvre qu'Agatha, eh bien c'est elle. Un texte fort et puissant. 14. Le Beaumian de Page Coman. Été 1955, Alpes de Haute-Provence. Le village du Mazet se roule, se prépare à fêter le 14 juillet. Au cœur de cet été de canicule, l'arrivée d'un étranger, d'un Beaumian comme on dit au pays, va faire exploser bien autre chose que les fusées du feu d'artifice. Les secrets, les non-dits, les mensonges, tout ce que les habitants cachent depuis trop longtemps derrière leur jalousie. Pour beaucoup, c'est leur décompte. Le Beaumian, une galerie de portraits hauts en couleur, dans le théâtre d'une nature sublime et éternelle, indifférente aux malheurs mesquins des hommes et des femmes, Page Coman a écrit un drame provençal avec un violent bouquet final. 15. L'ultime avertissement de Nicolas Beuclé. Cet avertissement est le dernier. Dans le véhicule qui l'a conduit vers les Appalaches, Félicia sourit en observant les sommets enneigés.
La jeune experte en art a été invitée à étudier 3 objets de la fabuleuse collection des Castelmore. Mais quand elle arrive au manoir de la célèbre famille, son sang se glace. Félicia doit en réalité enquêter sur d'inexplicables disparitions humaines. Épaulée par Armand, un ancien flic devenu prêtre, elle se lance alors dans une course haletante sur la piste d'un mystérieux groupe se faisant appeler les Sentinelles. Traqué à mort par des ennemis aussi intelligents que puissants, le duo n'a pas le choix. Pour échapper au pire, Félicia et Armand devront entendre l'ultime avertissement lancé par ceux qui ont vu l'impensable. Encore un bon thriller de Nicolas Buckley à découvrir. 16. Julia de Sandra Newman. Londres, chef-lieu de l'espace aérien 1, vit sous le joug d'un régime ultra-autoritaire dirigé par Big Brother. Nous sommes en 1984. Julia est mécanicienne au département fiction du ministère de la Vérité. Elle a tout de la citoyenne modèle. Elle excelle pourtant dans l'art de tromper la surveillance constante des téléécrans et de la police de la pensée, parvenant même à cacher ses liaisons amoureuses dans ce monde où le sexe est un crime sévèrement puni. Mais Winston Smith du service des archives l'intrigue et l'attire. Lui aussi cache peut-être son jeu. Le jour où, sans vraiment réfléchir, elle lui glisse un mot dans la main, geste quasi suicidaire, elle perd le contrôle de sa vie si bien ordonnée tout bascule. Une relecture imaginative, féministe et pertinente de 1984, 75 ans après l'original. On retrouve tout ce qui a fait 1984, Big Brother, la novlangue, les téléécrans, l'oppression, la répression, la guerre, c'est la paix, etc. Mais du point de vue de Julia, la maîtresse de Winston, de George Orwell. 17. Magali de Caril Ferret. L'affaire Magali Blandin, histoire d'un désastre familial. Février 2021, Magali Blandin disparaît. Un mois plus tard, son cadavre est découvert dans le bois de Boisgervillers, en Ille-et-Vilaine, à proximité de son domicile. Mère de 4 enfants, Magali a été assassinée par son mari. Caril Ferret, lui aussi originaire comme Magali de Montfort-sur-Meux, près de Rennes, se penche sur ce féminicide aux ramifications multiples pour comprendre et ne pas oublier, car Magali n'est pas anonyme, elle est toutes les femmes. 18. Malville de Emmanuel Ruben. En 2036, dans une France gouvernée par l'extrême droite, Samuel Vidouble est confiné dans sa cave à la suite d'un accident nucléaire sur le site de la centrale de Malville, à l'ombre de laquelle il vivait enfant. Fascinante et monstrueuse, la centrale cristallise les disputes familiales et les luttes politiques des années 80. Sur les bords du Rhône, le jeune Samuel grandit dans l'aura de Thomas, le garçon sauvage, et d'Astrid, une adolescente révoltée, tandis que plane la double menace du Front National et du feu nucléaire. Alternant roman d'apprentissage et d'anticipation, Malville explore cette France périurbaine ainsi que les conséquences sanitaires et environnementales de nos choix énergétiques qui bouleversent irrémédiablement notre rapport au monde, à la terre et aux vivants. Un roman court d'anticipation mais aussi biographique et écologique. 19. À trop jouer avec le feu de Lina Bergsdotter. À la suite d'un appel désespéré de Katia, son amie d'enfance, Vega se voit forcée de retourner à Silverbro, le village de son enfance en Suède, qu'elle a quitté pour Londres 10 ans plus tôt. Quand Vega retourne à Silverbro, Katia a disparu sans laisser de traces, ravivant inévitablement le souvenir de la tante de la jeune fille, mystérieusement disparue 30 ans auparavant. Qu'est-il arrivé à Katia? Les disparitions seraient-elles liées? Et Vega? Parviendra-t-elle à retrouver Katia avant qu'il ne soit trop tard? Un polar où il n'y a pas de policier mais un groupe d'amis qui cherchent des indices pouvant permettre de retrouver la disparue. Une atmosphère lourde, dérangeante parfois, montrant une Suède bien loin des clichés. Un roman construit en double temporalité, le passé et le présent, à découvrir. 20 adversaires de Michael Cromet. Dans le village de Mockbeggar, sur l'île de Terre-Neuve, la vie est rude et cette rudesse se reflète dans le cœur des hommes. Au sein de cette petite communauté qui subsiste au rythme des saisons de pêche, un frère et une sœur se disputent le commerce de la région. D'un côté, Abestrap, rustre, stupide et brutale, de l'autre, la veuve Keynes, imprévisible, froide et manipulatrice. Les deux sont prêts à tout pour l'emporter, quitte à mettre Mockbeggar à feu et à sang. Un roman noir, magistral, qui scrute les ténèbres de l'âme. 21. Les bruits de nos pas perdus de Benoît Sévérac. À la crime de Versailles, le commandant Cérizol a enfin une équipe opérationnelle. Un jeune pro du taekwondo à l'instinct très sûr, un adjoint sexagénaire qui gère ses dossiers et une nouvelle recrue, jeune femme de caractère prête à se tailler une place dans ce cercle résolument masculin. Ils ne sont pas trop de 4 pour faire face aux affaires qui s'accumulent. D'abord, un corps anonyme momifié est abandonné au cimetière.
Ensuite, il y a l'apparent suicide d'une jeune femme à qui tout semblait sourire. À ces deux mystères vient s'en ajouter un autre qui bouleverse et risole. Sa femme, Sylvia, partie pour une compétition en e-sport au Japon, ne donne plus signe de vie. Benoît Sévérac signe un nouveau roman policier plein de finesse et d'humanité qui nous raconte que c'est parmi les hommes et les femmes ordinaires que l'on trouve les criminels, comme les héros. 22, le dernier rêve de Pedro Almodóvar. Dans ce recueil qui associe récits de fiction et d'autofiction, réflexions et souvenirs, Pedro Almodóvar livre son autobiographie morcelée, incomplète et quelque peu cryptique. Le dernier rêve offre une plongée drôle et poétique dans l'univers du cinéaste pour qui tout est matière à récit. Les amours, les amants, les muses, les stars de romans photos et les figures maternelles. Écrit entre la fin des années 60 et aujourd'hui, les 12 textes qui composent le dernier rêve proposent une incursion fascinante dans l'imaginaire baroque de l'un des plus grands réalisateurs européens qui s'invite avec maestria en littérature. 23. On n'est plus des gens normaux de Justin Morin. En 2017, P fonce avec sa voiture sur la terrasse d'un restaurant. Angela, 13 ans, meurt sur le coup. On comptera des dizaines de blessés. Alors, journaliste Justin Morin couvre le procès. Il y rencontre une famille ainsi que la sœur du coupable. La famille, c'est celle d'Angela, dont les parents Sacha et Betty réclament justice. À l'issue du procès, le journaliste n'arrive pas à mettre un point final à son récit. Alors, c'est le romancier qui prend la relève pour tenter de comprendre. Réinventer une histoire familiale, basculer dans la fiction en recréant le personnage de Lisa, la sœur du coupable. Un roman documentaire. 24. La vie meilleure de Étienne Kern. Singulier distinct que celui d'Émile Coué, obscur pharmacien français devenu célébrité mondiale, tour à tour adulé et moqué. La vie meilleure retrace l'histoire de ce précurseur du développement personnel qui, au début du XXe siècle, pensait avoir découvert les clés de la santé et du bonheur. Avec ce roman lumineux aux accents intimes, Étienne Kern rend hommage à ceux qui cherchent coûte que coûte une place pour la joie. 25. Mémoire sauvée de l'eau de Nina Léger. En 1848, on découvre de l'or dans la Fever River, en Californie du Nord. Une ville naît, baptisée Auroville. La ruée vers l'or peut commencer. En 2020, Théa, géologue venue à Auroville pour travailler en aval du gigantesque barrage désormais construit sur la Fever River, doit fuir devant l'avancée des méga-feux. Alors qu'un monde vacille, la violence de son histoire ressurgit. Entourée de femmes aimées, une écrivaine de science-fiction, une descendante d'un peuple autochtone, une ingénieure coréenne, Théa tente de remonter le fil des dévastations issues de la ruée vers l'or. Nina Léger nous raconte la construction de cette région autour de l'eau de la Fever River. Elle croise la grande histoire et les histoires singulières qui ont amené la Californie au bord de la catastrophe climatique pour le profit de quelques-uns. Un récit très documenté tant historiquement que scientifiquement. Des archives sont intégrées donnant une note plus personnelle à l'histoire. 26. La couronne du serpent de Guillaume Périou. Stockholm, hiver 1970. Le jeune Björn Andresen, 15 ans, se présente aux auditions de Mort à Venise. Il ignore que sa rencontre avec Luchino Visconti est sur le point de changer sa vie. Le maestro a trouvé le plus beau garçon du monde. Deux destins s'entremêlent unis par cette beauté, offerte à l'un, révérée par l'autre. Qui était exactement Björn Andresen, qui fut marqué par ce rôle au point de se faire voler sa vie? Sous la plume de Guillaume Périou, découvrez ce récit fait d'un échange de lettres reconstitué et inventé, permettant de découvrir par ce biais l'histoire de ce jeune garçon et des abus faits au nom de l'art. 27. L'invisible Madame Orwell de Anna Funder. Comment faire disparaître une femme de l'histoire? Et pourquoi? Écrasée par les responsabilités familiales, Anna Funder se réfugie dans les textes de George Orwell qu'elle admire, lit ses biographies et tombe soudain des nues. Il y a une femme dans l'ombre du géant, reléguée à quelques discrètes notes en bas de page. Son nom, Hélène O'Shaughnessy. Comment avait-elle pu passer à côté? Grâce aux lettres d'Hélène et aux témoignages de ses proches, Anna Funder soulève le voile sur la vie privée des Orwell, les accompagne à Barcelone lors de la guerre civile espagnole, puis à Londres sous les bombes. L'invisible Madame Orwell est le roman vrai d'une femme brillante et engagée, mais volontairement effacée au profit d'un mythe, celui du créateur. Anna Funder redonne une voix à celle qu'il avait perdue et livre une réflexion sans concession sur la condition des femmes. Hélène O'Shaughnessy ne sera désormais plus réduite au rôle de subalterne derrière l'auteur légendaire de 1984. 28. Les enfants loups de Béra Burke. Dans les montagnes au cœur des forêts où rôdent encore des loups se niche le hameau de Jacob Slater. La vie y est rude et la nature impitoyable, surtout pour la jeune Rebecca qui rêve de s'enfuir très loin.
Puis un jour, Rebecca disparaît. Elle n'est pas la première jeune femme engloutie par cette région hostile. S'agit-il d'accidents ou de meurtres en série? Pour Smila, stagiaire au journal local, une chose est certaine, sa meilleure amie disparue il y a 10 ans a bien été enlevée. Pour découvrir la vérité, elle est prête à tout, quitte à faire voler en éclats les sombres secrets enfouis au plus profond des montagnes. Un roman noir et psychologique au personnage énigmatique qui va vous conduire vers un final inattendu. 29. La petite bonne de Bérénice Pichat. Domestique au service des bourgeois, elle est travailleuse, courageuse, dévouée. Mais ce week-end-là, elle redoute de se rendre chez les Daniel. Exceptionnellement, madame a accepté d'aller prendre l'air à la campagne. Alors la petite bonne devra rester seule avec monsieur, un ancien pianiste accablé d'amertume, gueule cassée de la bataille de la Somme. Il faudra cohabiter, le laver, le nourrir. Mais monsieur a un autre projet en tête, un plan irrévocable, sidérant. Et si elle acceptait? Et si elle le défiait? Et s'il se surprenait? Un roman qui nous fait entrer dans l'âme de ces trois personnages, dans leurs tourments, le tout sous une plume aux teintes de poésie. Et enfin, nous terminons par Fragile de Nicolas Martin. Nous étions 1500, la première fournée, les mères pondeuses du futur de la nation, l'espoir non pas d'une civilisation mourante, mais d'un régime fascistoïde qui a réussi à développer un programme de fertilisation eugéniste. Dans une France où la fertilité s'effondre et la majorité des naissances sont touchées par le syndrome de l'X fragile, Tiphaine, élue par le très sélectif programme expérimental de géno-embryologie grâce à la position de son mari, accouche d'un garçon sain. Mais l'étonnante progression cognitive de son fils est bien vite aussi inquiétante que le contrôle dont font l'objet les mères, alors que le pays bascule dans la dictature. Roman sur la parentalité, portrait de femmes victimes et résistantes, époustouflant récit d'anticipation politique, le premier roman de Nicolas Martin mixte les influences pour nous offrir une fiction d'aujourd'hui hallucinante de vérité. Voilà, c'était une sélection de 30 romans de la rentrée littéraire de septembre. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous si ça n'est déjà fait, partagez, et moi je vous souhaite une bonne journée, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur audiotournalivre.com.